Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hors-série de complément d'enquête consacré à Michel-Édouard Leclerc. C'est le patron préféré des Français d'après les sondages. Un jeune homme de 63 ans qui a failli devenir prêtre mais qui finalement a préféré succéder à son père à la tête des centres Leclerc. Il se présente comme le défenseur du pouvoir d'achat. Ses fournisseurs le décrivent plutôt comme un requin redoutable. Est-il un ange ou un démon ? L'insaisissable Monsieur Leclerc, c'est le thème de ce hors-série de complément d'enquête. Il ne vous a pas échappé, je m'appelle Leclerc. Et portant ce nom, je me sens une mission, une obligation, qui est de défendre le porte-monnaie de ceux qui font les courses chez nous. Le problème de Michel-Édouard Leclerc, c'est quand même un type assez, je vous l'ai dit, c'est un peu extraordinaire, toujours le sourire. Hein, et à un moment, il va s'étonner que vous vous plaigniez, alors que quelque part, il est les deux pieds sur votre ventre et il vous regarde avec un grand sourire. Et pour parler du premier épicier de France, nous sommes venus nous installer ici au siège du groupe Leclerc à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. On va parler de vous, de votre groupe, de vos méthodes juste après ce document, l'insaisissable Monsieur Leclerc. Ça vous va le titre ? Écoutez, je ne sais pas me qualifier. Je ne me donne pas toujours, je préserve ma vie privée. Je ne donne pas tout, même si je suis généreux. Mais surtout, notre organisation laisse pantois pas mal de concurrents, de journalistes. Peut-être est-ce de là que vient ce mot insaisissable. On vous a trouvé un peu insaisissable, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc portrait signé Sylvain Pack, Pierre Tellier, Sylvie Millet pour Upside Télévision. Sur les rives du bassin d'Arcachon, la dune du Pilat aguiche les touristes de toutes ses courbes. Ces pentes font le bonheur des enfants. Elles inspirent aussi les architectes. À quelques encablures, ils ont bâti cet hypermarché qui, lui, offre ses rondeurs aux clients. Et raconte-moi, c'est vraiment la dernière version du Panonceau, là ? Le patron de l'enseigne en personne, Michel-Édouard Leclerc, est venu inaugurer ce fleuron qui porte son nom. Bon, t'es content de ton magasin ? Très bien. Hein ? Ah oui, très content. Monsieur Thierry. J'aime beaucoup ça, là. Ça, en tout cas, du point de vue consommateur, ça le fait. Hein. C'est bien. Vous voulez rentrer avec nous ? On va vous suivre maintenant. Bienvenue. Bienvenue. À 63 ans, il est plus fringant que jamais. Bonjour, madame. Bonjour. Et toujours si charmeur. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Disons-le tout net, Je peux ? Bien sûr. Michel-Édouard Leclerc est d'un commerce agréable. Bonjour, madame. C'est aussi. Vous devriez les augmenter, les caissières. Ben voilà, je vais... Alors voilà, il vous faut combien ? On parlera de ça plus tard. Oui, elle est gentille, hein. Et vous aussi, apparemment. Merci. À bientôt. Bonjour monsieur, vous savez qui c'est monsieur ? Bien sûr que je le connais. Il est monsieur Leclerc. Alors, bien sûr. Il est très gentil, très sympa. Il est sympa Michel-Édouard, avec les clients Salut, Michel. On Ça va ? et avec le personnel. Ça marche bien, là ? Il tutoie l'employé qu'il voit pour la première fois. Mais ça suppose quand même que tu sois en veille sur chaque caisse à chaque fois. Voilà. Voir les gâteaux ? Il tutoie aussi le journaliste, qu'il connaît depuis 10 minutes. Gâteaux, tu vois ce que je veux dire, là ? C'est pas le... j'allais Plus dire- qu'un patron, une vedette. Même plus Jada, il a pas ça. Un appareil photo, une caméra. Michel-Édouard Leclerc est en pleine com. Et ça tombe bien, c'est son rayon. C'est bien fait, c'est propre. Je vois que les prix sont bien apparents. Là, je donnerais un bon point particulièrement à l'équipe de ce magasin. Je trouve que ce rayon textile, par exemple, est bien tenu. Bon, ça a quand même une certaine gueule, non ? La fierté des magasins, c'est leur cave à vin. Alors, hein ? La boucherie aussi ? Parce que toi, tu étais beaucoup occupé de produits frais. Et donc, effectivement, très belle cave à vin. Hein ? Des bouteilles à plusieurs centaines d'euros. Ce n'est plus Leclerc, c'est Fauchon. La meilleure preuve qu'on ne cherche pas à ne vendre que du bas de gamme, vous avez ici un rayon de caviar.
Alors, je peux rentrer dans votre rayon? Allez-y. Du caviar, des vins fins, des produits frais. Je trouve que c'est un très beau rayon. Vous avez un très beau rayon, les gars. On en oublierait presque que l'entreprise a construit son succès sur les prix bas. Mais très vite, Michel-Édouard Leclerc retrouve le rôle de sa vie, celui de héros du pouvoir d'achat. Eh bien, bonsoir à tous. Il ne vous a pas échappé, je m'appelle Leclerc. Et portant ce nom, je me sens une mission, une obligation, qui est de rappeler celle des fondateurs, de défendre le pouvoir d'achat, de défendre non pas le prix de bas en ce sens qu'il est le plus bas, mais de défendre le porte-monnaie de ceux qui font les courses chez nous. Bon courage à tous. Merci de votre dynamisme. Quand on vous écoute, on ne sait plus si vous êtes à la tête d'une association de défense des consommateurs ou à la tête d'une chaîne d'hypermarchés. Je pense que si je n'étais pas à la tête de Leclerc, je pense que je pourrais être syndicaliste ou à la tête d'une association de consommateurs. Oui, j'aime bien défendre des causes. Je suis une sorte de chrétien coupable. On m'a toujours appris qu'on ne pouvait pas être heureux soi-même sans qu'autour de soi, il y ait un peu de partage. Et comme j'ai envie d'être heureux, il faut que je me batte aussi pour le bonheur des autres, quoi. Un grand commerçant qui se veut aussi philanthrope. Trop chaud ? Michel-Édouard Leclerc, c'est une vie de paradoxe. Leclerc, c'est la première enseigne d'hypermarché en France. 100 000 salariés et 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que L'Oréal, Renault ou LVMH. Mais dans le monde des affaires, Michel-Édouard Leclerc tient une place à part. Accessible et même chaleureux, il se pose en infatigable défenseur de notre pouvoir d'achat et semble sincèrement concerné par le sort des consommateurs. Ce qui fait la différence de Leclerc comparé aux autres, c'est qu'il s'est toujours battu pour une seule chose. Parce que son père a éduqué Michel-Édouard Leclerc autour de cette idée, vendre moins cher, c'est permettre à plus de gens de consommer, et ça, c'est notre vocation sociale de distributeur. Une image qui a fait de lui le patron préféré des Français, selon une enquête du magazine Capital en 2014. À 1000 lieues du cynisme prêté aux grands chefs d'entreprise, son discours détonne. Il se targue ainsi de nous dire toujours la vérité. Sans arrêt, je viens vérifier que ce que je dis, c'est pas des conneries. Et c'est pour ça que je regarde les rayons pour savoir si ce que je dis est bien vrai. Parce que si c'est pas vrai, je le dirai pas. Leclerc, c'est la première star de l'histoire du patronat français. Il a même ses admirateurs. Il est ouvert, il est rapide, il est malicieux, comme ça l'amuse. On voit son œil briller tout d'un coup quand il a un sujet qui l'intéresse. Et c'est vraiment amusant de parler avec lui, c'est agréable. C'est un homme bon. Élevé dès son plus jeune âge dans la religion, on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Mais entre altruisme et tiroir-caisse, qui est vraiment le patron préféré des Français ? Il nous expliquait qu'il était le bienfaiteur du consommateur et du tout. Au bout d'un moment, je lui avais dit que ce serait bien quand même que pour discuter avec nous, il retire sa soutane et qu'il mette sa cote d'homme d'affaires. Ce serait quand même mieux. C'est aussi un homme de pouvoir qui use de son influence pour faire changer les lois à son avantage. Passé maître dans l'art de la communication, il fait pression sur les politiques pour obtenir ce qu'il veut. Il sait toucher le cœur des gens et utiliser l'opinion publique comme un formidable levier pour aboutir à ses fins. Les critiques se multiplient contre celui qui aurait tout misé sur la casse des prix sans se soucier de la casse sociale. Le problème de Michel-Édouard Leclerc, c'est quand même un type assez, je vous l'ai dit, c'est un peu extraordinaire, toujours le sourire. Et à un moment, il va s'étonner que vous vous plaigniez, alors que quelque part, il est les deux pieds sur votre ventre et il vous regarde avec un grand sourire. Derrière le sourire du communicant, certains dénoncent un patron cynique qui joue double jeu. Qu'on prétende que son métier, c'est de défendre le consommateur et les bas prix, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Tout ça n'est guidé que par une chose, attirer de plus en plus de consommateurs dans les centres commerciaux Leclerc. Le plus médiatique des patrons français n'est décidément pas celui qu'on croit. Le premier des paradoxes,
c'est que dans la maison qui porte son nom, Michel-Édouard n'est pas chez lui. Avec lui, il ne faut jamais croire aux apparences. À première vue, il a tous les attributs du grand patron. L'immeuble ultra-moderne aux froids reflets d'acier et l'agenda surchargé. Mais si l'on prend un peu de recul, c'est un autre Michel-Édouard qui apparaît, passionné par la voile et par les arts. Et pas les plus académiques, à l'instar de cette œuvre qui représente un Che Guevara consumé dans un billet de $1. Je pense qu'on est tenté tout le temps. On est tenté par la société de consommation, on est tenté par la puissance, on est tenté par le plaisir et souvent à en oublier la nécessité, l'autre, la relation à chez soi. Et ça peut vous y ramener, ça? Bah oui, oui. Derrière les images, voilà, j'ai les liquides vaisselle, produits maison. Moi, j'aime bien, faut pas se prendre au sérieux et surtout, enfin, faut pas oublier que c'est ça qui nous fait vivre quand même. C'est le métier. Hein. Un patron atypique. Peut-être parce qu'en réalité, le vrai patron, ce n'est pas lui. Ce sont les propriétaires de magasins. L'un d'eux vit dans le Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand abrite l'un des hypermarchés les plus insolites de France. Un temple de la consommation, au faux air de temple zen. Ici, la corvée du week-end deviendrait presque une promenade d'agrément. Sous une élégante charpente en bois, on ne trouve ni affiche, ni musique, ni annonce assourdissante. Le patron de ce magasin singulier s'appelle Michel Buchard. Il a 65 ans. La distribution est envahie de folklore, d'affiches, de panonceaux, d'animations. Et je dis non, le consommateur, c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, lui, c'est d'avoir un lieu où il y a de la qualité, où il y a des prix. Et donc j'ai imaginé cet hyper sans affiche, sans musique, sans signalétique, sans rien devant les caisses, sans rien derrière les caisses. Je vais tout mettre sur le produit, sa présentation. Des produits qui sont tous présentés sur des tablettes en verre. Chez Leclerc, les magasins n'appartiennent pas à l'enseigne, mais à des patrons indépendants, comme lui. Ils sont environ 600 dans toute la France. Dans le jargon Leclerc, on les appelle les adhérents, et ils sont maîtres chez eux. C'est la chance de chaque adhérent indépendant, on a tous des démarches. Par exemple, Michel-Édouard Leclerc, il aurait pu vous dire « Ah ben non, ça ne me plaît pas, ton magasin fait autre chose, je ne suis pas d'accord ». Non, mais c'est pas possible. Ces propriétaires de magasins sont les vrais patrons de l'enseigne. Ils versent une petite partie de leur chiffre d'affaires, moins de 0,5%, pour bénéficier de la marque Leclerc et des services du groupe, comme la centrale d'achat. Ils ont choisi Michel-Édouard Leclerc pour les représenter, mais celui-ci n'a aucun pouvoir hiérarchique sur eux. Il n'est que le président de l'association des centres Leclerc. Les patrons sont ces 600 chefs d'entreprise qui souvent sont d'anciens salariés, qui ont pris leurs risques, et ce n'est pas à quelqu'un de l'extérieur de venir leur dire ce qu'il faut faire. Et donc, je suis le fédérateur des hommes, je suis celui qui essaye de faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre l'intérêt des magasins et puis le jeu collectif. Et puis autrement, je m'occupe, j'incarne la marque, j'essaye de l'inspirer. On ne peut pas être patron, on n'est pas chez soi. Même quand on s'appelle Leclerc. Même quand on s'appelle Leclerc, on n'est pas chez soi. Pourtant, ce poste, il le doit d'abord à son nom. Leclerc, une famille qui accompagne les Français depuis un demi-siècle et qui entretient soigneusement sa légende. Bonjour. Le patron de Clermont-Ferrand lui a même consacré un musée. Dans son magasin, Michel Buchard a dédié un couloir de 50 mètres à l'enseigne. Une saga de 65 ans,
raconté par des photographies et des objets d'époque. Un musée unique en son genre, où histoire de la distribution et histoire de France se confondent. On a l'arrivée du général de Gaulle, on a Mimoun qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques, on a la société qui invente le caddie. Vous avez tout le début avec Édouard Leclerc, sa première épicerie qu'il a ici. Édouard, le père de Michel Édouard, celui par qui tout a commencé. Il a révolutionné le commerce avec une idée qui allait faire du bruit. Landerneau, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. En 1949, le jeune Édouard Leclerc décide de se passer des grossistes pour vendre directement du producteur au consommateur. Son objectif, vendre en plus grande quantité et donc moins cher. À l'époque, l'image des commerçants est encore très liée au marché noir pendant la guerre. Son idée suscite l'incrédulité, voire la méfiance. On m'a dit ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui. Pouvez-vous me le dire? Je n'ai été aidé par personne, sinon par ma femme. Avez-vous un régime fiscal particulier? J'ai le même régime fiscal que les grands magasins, que les monoprix ou qu'un grossiste. C'est donc sous le ciel breton de Landerneau, dans le Finistère, que naît Michel-Édouard Leclerc en 1952. Il passe directement de la maternité à l'épicerie. Ça, c'est la deuxième maison où j'ai habité. Il y en avait une première qui était là, mais où il y avait le premier magasin d'ailleurs. C'était la cuisine de mes parents. Mais comme le stockage était au-dessus de la chambre à coucher et que quelques kilos de sucre et de conserve menaçaient de tomber sur la famille Leclerc, mes parents ont fait construire cette deuxième maison. J'y suis arrivé à l'âge de 4-5 ans. Le magasin familial était à 2 pas, modestement installé dans un petit hangar. Sa mère, Hélène, tient boutique et règne sur une escouade de vendeuses. Aujourd'hui âgée de 88 ans, elle se souvient qu'au début, on a voulu les couler. Quand ça commençait à bien marcher pour nous, les concurrents se sont réveillés. Et on dit aux fournisseurs, si vous livrez ce type-là, nous, on ne prend plus commande chez vous, on va chez le voisin. Alors c'est de là, si vous voulez, que sont venues les difficultés. C'est compréhensible aussi. Hein. Des nouveaux venus qui cassent les prix. Les relations sont à couteau tiré avec les fournisseurs et les autres commerçants. Parfois, une pierre brise une fenêtre de la maison familiale. Hélène Leclerc s'inquiète pour son fils. On trouvait qu'il était trop jeune pour être dans un bain comme ça. Vous voyez, par exemple, mon mari et moi, on déjeunait dans la cuisine, là, etc. Donc lui, s'il était avec nous, il nous entendait parler de nos problèmes, de nos difficultés. Donc, c'est là qu'on a décidé de le mettre en pension. Bon, ça a été dur pour lui, mais en même temps, je pense que ça l'a formé aussi. Une pension d'un genre particulier, le petit séminaire qui forme les futurs prêtres, à Viry-Châtillon, en région parisienne. Comme son père avant lui, il y entre en 6e et se découvre une vocation, bien loin du commerce. Je voulais être missionnaire, je voulais changer le monde. Cette idée d'engagement, de faire du bien, c'est dans la culture religieuse en Bretagne. Mais bon, ça n'a pas tenu avec le jumelage de mon école de garçons avec une école de filles qui s'appelait Notre-Dame de Sion. 15 garçons, 600 filles dans la cour de récréation. Ça fait du dégât, ça fait du bonheur aussi, mais ça fait du dégât pour les vocations. Il poursuit son cursus à la Sorbonne, où il cumule des études de sciences économiques, de sciences politiques et de philosophie. Il partage une passion pour les livres avec Jérôme Garcin, qui dirige aujourd'hui le service culturel de l'Obs. À l'époque, Michel-Édouard Leclerc s'interroge plus sur le sens de la vie que sur l'épicerie. J'ai découvert à ce moment-là un garçon incroyablement,
objectivement et incroyablement curieux de tout, des idées, des concepts, très cérébrales, beaucoup plus cérébrales qu'on ne pourrait même l'imaginer aujourd'hui, qui se posaient des questions fondamentales sur la terre, sur l'humanité, sur la répartition des biens. Enfin, c'était un jeune chrétien de gauche. Et plus surprenante encore, Michel-Édouard Leclerc est un écologiste de la première heure. Entre les cours, il fréquente un certain Brice Lalonde, qui deviendra ministre de l'Environnement de François Mitterrand. Il milite au sein des Amis de la Terre, une association plus proche de la gauche radicale que du grand patronat. Elle était située dans le 5e arrondissement de Paris. Rue de la Bûcherie, 3 rue de la Bûcherie, c'est là qu'il y avait le local des Amis de la Terre. On est resté là pendant très longtemps. Alors, en général, c'était marqué en gros Amis de la Terre. Tous les vélos étaient là partout. Voilà. Et alors Michel-Édouard Leclerc dans tout ça? Alors Michel-Édouard Leclerc, c'était un copain. Pendant un bout de temps, on a travaillé ensemble, on a milité ensemble. Par exemple, quand il y a eu en 78 la Grande Marée Noire, ici, on était comme des fous, à envoyer des tracts, faire des boycotts. La Grande Marée Noire, c'est celle de l'Amoco Cadiz, un pétrolier affrété par la compagnie Shell. Il fait naufrage en 1978 sur les côtes bretonnes. 200 000 tonnes de pétrole brut souillent 300 km de littoral et tuent des milliers d'animaux. On a même été sur les côtes bretonnes prendre un cormoran plein de mazout, mort malheureusement, et on a été sur le bureau de la Shell, mettre ça sur les bureaux des Champs-Élysées en disant « Oui, ce que vous avez fait, vous ?» etc. Non, donc c'était quand même très, très actif, on était très, très motivés. Et c'est vrai qu'on s'est promené dans les locaux avec la police au cul pour essayer de faire cadeau de ces cormorans mazoutés. Mais il n'y avait personne dans les bureaux, c'était un peu tourné à l'eau. Écolo et intello, pas vraiment le profil type de l'épicier. Le jeune Michel-Édouard est tiraillé entre sa fascination pour le monde des idées et l'action concrète, aux côtés de son père. Je voulais être journaliste, je voulais être enseignant, mais j'ai découvert que c'était un peu pisser dans la mer, quoi. Personne ne vous attend, donc vaut mieux être réformateur, vaut mieux être sur le terrain et faire. Il a 27 ans et rejoint l'affaire familiale. Il va vite démontrer ses talents d'agitateur. Pour son baptême du feu, son père lui confie un secteur pas très glamour, mais qui est un formidable produit d'appel, les carburants. Au tournant des années 80, les stations-service de grande surface sont un dossier sensible. Nouvelle bataille dans les supermarchés depuis ce matin. À l'époque, les prix étaient fixés par l'État. Mais la grande distribution, Leclerc en tête, offre des rabais, illégalement. Michel-Édouard Leclerc veut faire changer la loi pour avoir le droit de vendre l'essence moins chère. Il provoque la colère des pompistes indépendants qui font grève et bloquent les raffineries. Les procès se multiplient. Face aux caméras, Michel-Édouard Leclerc se montre déjà très à l'aise. C'est pas la guerre des carburants, c'est la guerre des prix. Il n'y a pas de raison que les carburants soient un secteur protégé. Curieusement, c'est au sommet de l'État qu'il va trouver un allié inattendu, comme le raconte aujourd'hui Gilles Darmois. Au début des années 80, il est conseiller au ministère de l'Énergie. Il demande au ministère des Finances, alors dirigé par Jacques Delors, d'obliger Leclerc à respecter la loi. À son grand étonnement, il essuie un refus. Toutes les fois que moi, en tant que cabinet de l'énergie, j'allais trouver le conseiller qui s'occupait de ça au cabinet de Delors, il disait « Ah non, 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 c'est très très bien parce que ça fait baisser les prix, lutte contre l'inflation. Et donc, c'est pas nous qui allons attaquer Leclerc là-dessus. Mais essayez de l'attaquer, vous, avec ce qui est dans votre domaine de responsabilité, c'est-à-dire aller voir l'état de sécu, aller voir la sécurité de ces installations, trouver des choses techniques. » Il dit « Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'ils respectent pas la réglementation du pétrole. Le problème, c'est qu'ils respectent pas la réglementation des prix. Et les prix, c'est vous. » Ah non, non, les prix, nous, on considère que c'est très bien. À l'époque, l'inflation flirte avec les 10%. Alors l'État n'est pas mécontent de voir Leclerc sacrifier ses marges pour faire baisser les prix, même si c'est illégal.
Les nombreuses procédures judiciaires iront jusqu'à la Cour européenne de justice qui donne raison à Leclerc en 1985. Michel Édouard a gagné ses galons. Quand je suis rentré dans les centres Leclerc, je n'avais pas exploité un magasin, je n'avais jamais fait du profit, montré que je savais gérer des risques dans un magasin. Donc ce projet mené à bien de manière très pragmatique, qui a permis au centre Leclerc de vendre moins cher, a été ma légitimité, la construction de ma crédibilité. Mais cette réussite professionnelle s'accompagne d'une ascension médiatique qui va générer quelques tensions entre le père et le fils. C'est pas tout rose pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'il y en a un, c'est quand même lui qui a créé, qui a fait son affaire. Et puis l'autre, il a besoin de prendre la place aussi. Mais il n'y a jamais eu de conflit. Mais je pense qu'intérieurement, il a dû avoir quand même des petites douleurs. À ce moment-là, le fils s'appelle seulement Michel. En signe d'allégeance à son père, Édouard, qui craint d'être éclipsé, il va aller jusqu'à changer de prénom. Michel devient Michel Édouard. Ensemble, ils présideront l'association des centres Leclerc jusqu'à la retraite du patriarche, en 2005. Sous l'impulsion de Michel Édouard, l'enseigne connaît un essor sans précédent. Après l'essence, il s'attaque à la culture, au voyage, à la bijouterie, à la parapharmacie. Aucun bastion n'est imprenable, aucun monopole n'est à l'abri. Une boulimie qui n'a pas que des motivations purement économiques, selon le journaliste spécialisé Bertrand Gobin. Quand vous vous battez contre des monopoles, forcément, vous apparaissez, vous vous donnez une image de chevalier blanc, d'entrepreneur soucieux du bien public, soucieux de rendre accessible au plus grand nombre telle ou telle catégorie de produits. Donc vous voyez, il joue sur les deux tableaux, le périmètre économique, la rentabilité de l'enseigne et puis l'image laissée auprès du public. Une image de Robin des Bois qu'il va soigner en multipliant les coups médiatiques. Pas vraiment patron, Michel Édouard est avant tout le directeur de la communication des centres Leclerc. Là, tu le vois pas, hein, mon coca, là. Ouais. Michel Édouard Leclerc et les médias, c'est une vieille histoire d'amour. Aussi à l'aise dans les rayons que devant une caméra. Toujours décontracté. Carrefour 2. Toujours le mot pour rire. Allez, Intermarché 3. Il faut dire que c'est un enfant de la télé, au sens propre du terme. Madame Leclerc, je crois qu'entre Édouard Leclerc... Il y fait sa première apparition à l'âge de 7 ans, à gauche de l'écran. Une des premières fois que j'ai rencontré mon mari... C'était dans la cuisine familiale, avec sa mère et ses sœurs, en 1959. Dieu sait le nombre de rushs, de prises qu'ils ont pu faire. Et nous, les gosses, on nous faisait manger des haricots verts, des artichauts. Je ne peux plus en manger. Parvenu à la tête de l'enseigne, il en devient l'inépuisable promoteur. Michel Édouard se prête à toutes les exigences des médias, même les plus singulières. C'est notre invité de cette semaine, c'est Michel Édouard Leclerc. Michel Édouard Leclerc, bonjour. La consécration médiatique survient en 1991. Il est l'invité de l'une des plus prestigieuses émissions du moment, L'heure de vérité, d'habitude réservée aux politiques. On va parler des rapports entre les chefs d'entreprise et l'argent politique. À l'époque, Leclerc est le seul distributeur qui ose dénoncer la corruption générée par la loi Royer, qui donne aux élus le pouvoir d'autoriser ou non l'ouverture d'une grande surface. Cette loi Royer, aujourd'hui, c'est devenu une loi qui cache des financements de partis politiques. Alors, de quoi améliorer encore l'image du représentant autoproclamé des consommateurs. Je vois les choses différemment. Moi, je n'ai pas un électorat au sens des corporations. Je ne suis pas un représentant du peuple. En revanche, en tant que distributeur, j'ai le contact avec le parti des consommateurs, avec le parti des usagers. Michel Édouard Leclerc n'a pas 40 ans.
Mais il a déjà compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de ces prestations médiatiques. Vous savez bien qu'une des grandes faiblesses en France des dirigeants économiques, c'est qu'ils ont peur des caméras et des micros. Lui, c'était l'inverse. Visiblement, il aimait les caméras et les micros. C'est aussi une façon d'être commercial, hein. Il donne une bonne image de sa maison quand il parle et qu'il a l'air sympathique. Donc, c'est aussi, il faut bien le reconnaître, de sa part, c'est de la grande publicité gratuite. Je pense qu'il considérait que nous étions un bon investissement. Et pour s'attirer les bonnes grâces des Français, Leclerc a ses ficelles, comme nous l'explique Olivier Dauvert, un journaliste qui le suit depuis 25 ans. Si vous regardez la plupart de ses interventions médiatiques, il fait évidemment toujours attention de citer Leclerc, mais toujours attention aussi de ne jamais citer que Leclerc. Regardez, vous verrez. Toutes ces grandes entreprises, Carrefour, Leclerc, Carrefour, Auchan. Le groupe Système U a dit la même chose par rapport à Intermarché, par rapport à Système U. Prenez mon concurrent Carrefour. Comme pour donner du crédit à son propos, en allant chercher une espèce d'œcuménisme dont on pourrait lui faire crédit en disant, ben voyez, il parle bien pas que pour lui. C'est dire que ça doit être vrai. Et ça, c'est quand même une forme d'habileté. De l'habileté, mais aussi du flair. Michel-Édouard Leclerc n'a pas son pareil pour sentir les évolutions de la société. Dans les années 90, fidèle à ses engagements écologistes de jeunesse, il a une idée révolutionnaire. Supprimer les sacs de caisse gratuits pour les remplacer par des sacs payants et réutilisables. L'innovation est audacieuse. Il faut d'abord convaincre les clients, mais surtout les patrons de magasins. Beaucoup refusent, craignant de perdre leur clientèle, comme se souvient Bertrand Lecaume, patron de l'hypermarché de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. On n'imaginait pas qu'un consommateur ne puisse pas ensacher ses articles en sortie de caisse. Il y a eu une très forte résistance en interne. Et Michel a su convaincre. Il a fait un tour de France à l'époque en frappant aux portes et en disant « Attendez les gars, c'est un enjeu majeur. Il faut que vous soyez à mes côtés sur ce dossier-là. » Il est convaincu de la justesse de sa démarche et il nous entraîne derrière lui. La campagne est un succès. 15 ans plus tard, toutes les enseignes ont suivi son exemple. Mais à trop vouloir frapper les esprits, Leclerc se prend parfois les pieds dans le tapis. Colmar, en Alsace. À quelques minutes de la petite Venise, la pharmacie de Daniel Buchinger. Est-ce que vous nous présenter votre voisin ? Ben voilà, là on est sur le parking de l'hypermarché Leclerc, de Colmar. Voilà, notre très cher voisin. Il se regarde en chien de faïence, car cette enseigne, c'est son meilleur ennemi. Suite à une campagne de pub de Leclerc, ce pharmacien a fait mordre la poussière aux géants de la distribution. Daniel Buchinger est à la tête d'une enseigne qui rassemble 170 pharmacies indépendantes, Univers Pharmacie. Entre Leclerc et lui, la guerre s'est terminée au tribunal et nul visiteur ne doit l'ignorer. Ben là, on a encadré le jugement et on a encadré évidemment les chèques qui sont des facsimilés parce qu'on a encaissé des chèques. Leclerc a été condamné à payer 260 000 € de dommages et intérêts à cause d'une publicité. Parue en 2011, elle vantait les prix imbattables des parapharmacies Leclerc par rapport à la concurrence. Les produits de l'enseigne de Daniel Buchinger, Univers Pharmacie, étaient censés être 32% plus chers que ceux de Leclerc. Quand vous avez découvert cette publicité dans la presse, quelle a été votre première réaction ? On est tombé des nues parce que c'était pas possible. Techniquement, c'était pas possible. Daniel Buchinger n'y croit pas. Il se penche sur l'échantillon de pharmacie choisi par Leclerc et comprend vite le problème. Ils se sont trompés de pharmacie alors que pourtant Univers Pharmacie, c'est bien écrit en grand sur la façade, mais ils se sont trompés de pharmacie. C'est quand même étonnant. Le tribunal relèvera en effet un taux d'erreur allant jusqu'à 74%. Les pharmacies visitées par l'enseigne de Michel-Édouard Leclerc pour relever les prix
n'étaient pas les bonnes. En fait, pour moi, il s'est simplement disqualifié. C'est-à-dire que c'est une publicité qui est comparative et qui est malhonnête, et qui n'est pas conforme et qui est trompeuse pour le consommateur. Vous êtes offert un petit plaisir de faire payer Leclerc. Oui, ça a été un plaisir, et je le remercie. La justice a condamné Leclerc en première instance et en appel. Erreur de bonne foi ou volonté de nuire? Michel-Édouard Leclerc, l'homme du parler vrai, fait-il son mea culpa? Le fait qu'on soit condamné ne veut pas dire que nous ayons tort ou que, sur le fond, nous n'ayons pas raison. C'est dans la forme, souvent, qu'on est condamné. Oui, mais là, en l'occurrence, vous citez des enseignes qui sont sous l'enseigne Univers Pharmacie, et puis 70% d'échantillons est faux. Donc, ah non, 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 si, non, si, non. c'est Ah non, non. J'ai vu le jugement, c'est ce qu'il y Ah avait. non, 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 ce jugement est d'ailleurs toujours pendant. Hein, ah non, il n'est pas pendant ce jugement. Le tribunal de Mulhouse... Ah mais je connais. Non, je connais. Ah, on a vu les chèques, hein. On a vu les chèques signés par Leclerc, ils sont encadrés sur le mur. C'est vrai, Mathieu, hein, donc, là, vous me déstabilisez. Mais vous savez, je suis un type qui sait reconnaître ses erreurs. Il reconnaît ses erreurs, à condition de beaucoup insister. Michel-Édouard Leclerc n'est jamais à court d'une pirouette. Enfin, j'aurais dû faire mieux, hein, c'est sûr. Et ça, c'est à moi de l'assumer. Vous voyez, quand on est à la tête des centres Leclerc, on ne dit pas j'ai un service de communication ou quelqu'un s'est trompé. C'est moi qui est mal fait. Allez. Heureuses ou malheureuses, toutes les aventures de Michel-Édouard Leclerc se terminent par un sourire. 74% des Français ont une opinion favorable de lui, un record parmi les chefs d'entreprise. Et cette popularité, Michel-Édouard Leclerc s'en sert pour faire plier les politiques. Il en a fait une arme redoutable, comme le raconte Renaud Dutreil. Il a été ministre UMP du Commerce de 2005 à 2007. Je crois que Michel-Édouard Leclerc, il a toujours construit sa stratégie sur des rapports de force. Donc il crée un rapport de force qui lui est favorable. Si bien que ça n'est plus uniquement Michel-Édouard Leclerc qui parle au pouvoir public, c'est Michel-Édouard Leclerc et derrière les Français qui soutiennent sa cause. Donc vous ne discutez pas uniquement avec Michel-Édouard Leclerc, vous discutez avec les Français. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec les Français. Leur intérêt et le mien sont les mêmes. Au fil des ans, Michel-Édouard Leclerc a mis au point une stratégie bien huilée. C'est un petit peu toujours le même scénario. Michel-Édouard Leclerc s'attaque à une citadelle, à des blocages. Et puis ensuite, il arrive à dire les choses de façon très très simple pour que les gens se mobilisent en sa faveur. En leur disant, si vous me suivez, votre pouvoir d'achat va augmenter. Et pendant des années, la citadelle que voulait abattre Michel-Édouard Leclerc, c'était une loi. La loi Galland. Elle fut votée en 1996 à l'initiative du ministre des Finances de l'époque, Yves Galland. Monsieur le Président, son objectif, protéger les fournisseurs contre les pressions sur les prix exercées par la grande distribution. Mesdames et messieurs les députés, ensemble, nous allons légiférer pour une concurrence loyale dans l'intérêt de l'emploi, des producteurs et des consommateurs. La loi Galland empêche les hypermarchés de négocier trop durement avec les fournisseurs. Ils ne vont plus pouvoir casser les prix à outrance. Pour Leclerc, qui a tout misé sur les prix bas, cette loi est une catastrophe. La conséquence de cette loi dans les magasins, c'était que les prix étaient très très proches d'une enseigne à l'autre et que l'avantage historique de Leclerc était moins évident qu'il ne l'était avant la loi Galland. Et, conséquence, Michel-Édouard Leclerc n'a eu de cesse que de faire tomber la loi Galland, parce que c'était la loi qui ne lui permettait pas de montrer aux autres que c'était lui le meilleur sur les prix. Donc il fallait absolument faire tomber la loi Galland. Pour faire tomber la loi Galland, Michel-Édouard Leclerc entame une longue guérilla à base d'opérations de communication et de lobbying. C'est dans cette agence de publicité à Paris qu'était basé son général en chef. Vincent Leclabar. Il est le président d'Australie, l'agence de pub qui travaille pour Leclerc. À la demande de l'enseigne, il conçoit plusieurs campagnes pour interpeller les politiques sur la loi Galland, accusée d'entamer le pouvoir d'achat des Français. Il ne recule devant aucune provocation, comme avec ses affiches inspirées de mai 68.
un grand distributeur de la société de consommation récupère du matériau de mai 68 à son profit, et tout le monde joue le jeu. Et la petite histoire, il y a des gens qui sont venus, des anciens 68ards, qui sont venus demander des droits parce qu'on utilisait soi-disant leur création. Donc on se bat contre la hausse des prix, et pour ça, il faut changer la loi. Michel-Édouard Leclerc va obtenir un premier assouplissement de la loi Galland en 2005. Mais il en veut plus. Il souhaite sa disparition. Et c'est un homme providentiel qui va la lui offrir. Nicolas Sarkozy. Je veux être le président du... En 2007, il fait campagne pour l'élection présidentielle sur un thème cher à Michel-Édouard Leclerc, le pouvoir d'achat. Je veux mettre en œuvre une politique qui fera augmenter le pouvoir d'achat des salaires. Parce qu'en France, je le dis, parce que je le pense, les salaires sont trop bas et les prix sont trop hauts. 3 mois après son élection, il se rend dans un hypermarché Leclerc devant un Michel-Édouard tout sourire. Une réforme des marges de la grande distribution devrait être engagée avant la fin de l'année. La loi dite Galland est concernée. Nicolas Sarkozy envisage une réforme de la loi Galland. Et pour qu'il tienne ses promesses, Leclerc met la pression. Il l'interpelle directement avec une publicité sur les prix du camembert. Président. À l'époque, Nicolas Sarkozy fait beaucoup de sondages et s'intéresse beaucoup à sa popularité. Et donc on parle de président à plus 18,8%. Et là, il y a donc un jeu. Il ne s'agit pas de votre code de popularité, mais de la hausse du prix d'un camembert. Le camembert président. Voilà. Donc on essaye de mettre l'opinion de notre côté, mais on prend aussi en otage, d'une certaine façon, les hommes politiques à travers ça, puisqu'on leur dit, vous essayez de réagir maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on les met en demeure d'agir. Et la réaction de l'Élysée ne traîne pas. Nicolas Sarkozy a pris contact. Et donc, quand j'y suis allé, on était pour un déjeuner. Il m'a dit, je veux tout comprendre. Et 1 heure après, j'étais lessivé. Il me rectifiait sur tout. Et donc, il m'a dit, OK, j'ai compris. Maintenant, on se revoit une deuxième fois pour étudier le dispositif qu'on pourrait mettre en place. Et à la fin de la deuxième fois, où il avait travaillé avec ses collaborateurs, il m'a dit, bon, maintenant, Leclerc se met de côté. C'est l'État qui va proposer un projet de loi. Ça va aller dans le sens de ce que Leclerc dit, mais bon, sous-entendu, c'est Sarkozy qui va le proposer. Et ça s'appelait la loi de modernisation économique. La loi de modernisation économique, la LME, votée en 2008, qui sera rebaptisée par certains loi Michel-Édouard. Leclerc a le pouvoir de faire la loi en court-circuitant les députés, et cela agace les parlementaires comme Michel Raison et Jean Gobert. Je l'ai vu très clairement dire à des députés UMP, mais vous battez pas, j'ai déjà fait acter ça par le président Sarkozy. Et ce qui était extraordinaire, c'était avec un sourire, c'était dire à, moi je n'aurais pas apprécié du tout, c'était dire à un certain nombre de députés UMP, après tout, vous êtes des pauvres couillons, parce que moi il y a déjà longtemps que j'ai vu ça. Je veux dire, c'était lui le super ministre du commerce, quoi. Il a réussi à convaincre Nicolas Sarkozy, qui, je pense, était sincère dans ce dossier. Ce n'était pas pour faire plaisir plus que ça à Michel-Édouard Leclerc, qu'on allait améliorer le pouvoir d'achat du consommateur et qu'on allait favoriser la croissance. Voilà, c'était aussi simple que ça. Alors que c'est une erreur, parce qu'on a tout déséquilibré, quoi. Donc Sarkozy a fait changer la loi. Moi, ça ne me déplaît pas qu'on dise que Leclerc étant défenseur du pouvoir d'achat, c'est lui qui est à l'origine d'une loi qui a donné le pouvoir d'achat. Moi, ça va très bien. Vous vous rendez compte, si je me présentais aux élections, ce serait déjà dans mon CV une première étape. Michel-Édouard Leclerc s'y voit déjà, mais il n'aurait peut-être pas les voix de tous les Français. Cette volonté de tirer sans cesse les prix vers le bas peut aussi se retourner contre lui, car nous ne sommes pas que des consommateurs. Dans le Morvan, en Bourgogne, on trouve plus de vaches que d'habitants. Des charolaises, une race recherchée pour la qualité de sa viande. Allez, viens mon doudou, tu viens? Jean-Pierre Fleury y est éleveur depuis 40 ans et il en veut aux hypermarchés. Et ces vaches, quand elles auront fait un engraissement de 90 jours, ensuite elles partent à l'abattoir.
Et donc, elles iront soit dans la filière Carrefour, soit dans la filière Leclerc. La grande distribution absorbe 60% de la production française, mais pour lui, le compte n'y est pas. En un an, les prix payés aux éleveurs ont baissé de 6%. Beaucoup d'entre eux gagnent moins de 1 000 € par mois. Les éleveurs aujourd'hui ont perdu le moral. Voilà, c'est ce sentiment d'impuissance, que les choses vous glissent entre les doigts et que vous risquez demain matin de ne plus faire ce métier. Récemment, la grande distribution s'est engagée à relever le prix d'achat de la viande bovine. Une avancée conquise de haute lutte par Jean-Pierre Fleury. Il est aussi le président de la Fédération nationale bovine. Il en veut particulièrement à une enseigne. Le groupe Leclerc, cible de l'action des éleveurs en colère. En août 2014, avec ses troupes, il envahit un hypermarché d'Île-de-France. Dans sa jeunesse, Michel-Édouard Leclerc occupait les locaux de la compagnie Shell. 35 ans plus tard, les agriculteurs qui s'en prennent à son enseigne sont accueillis par des CRS cachés dans les réserves. Pourquoi avoir choisi un hypermarché Leclerc pour cette action? Parce qu'il s'appelle Leclerc, tout simplement. Michel-Édouard Leclerc, qui symbolise la gentillesse, l'honnêteté, la bonté. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a la double face. C'est un redoutable négociateur qui n'a aucun état d'âme, aucune pitié pour les PME et PMI, encore moins pour les producteurs. Donc voilà, l'homme est redoutable et nous, ce qu'on voulait dans cette opération-là, c'est dénoncer la face cachée. Selon lui, le sympathique Michel-Édouard cacherait une forêt d'acheteurs impitoyables. Ces acheteurs ne regardent absolument pas les conditions de qualité, ne regardent absolument pas les conditions de coût de production, ils ne regardent que le prix qui permettra au groupe Leclerc de dégager une marge. Voilà. Et puis il faut savoir que jamais le fournisseur osera le dire en public, n'osera même pas attaquer une grande surface par rapport à ce qui se passe dans les négociations. On est dans l'omerta, on est dans la loi du silence, c'est la loi du plus fort. La peur règne. La réputation des acheteurs de la grande distribution est redoutable. Chaque année, lors des négociations commerciales, les fournisseurs passent des moments difficiles dans des boxes de ce type. Les acheteurs de Leclerc sont réputés être les plus durs, mais les témoignages sont rares. Guy Schumacher, lui, a accepté de nous parler. Il y a encore quelques années, il était le propriétaire d'une marque connue de tous. Vous savez les enfants ce qu'il y a dans mon bon gâteau savane? De la belle farine. Et puis? De bons gros œufs. Et puis du bon chocolat. Oh, du chocolat. Et voilà. Non, un gâteau! Savane, de Brossard. De Papy Brossard. Il a revendu l'entreprise Brossard en 2011. Les acheteurs de Leclerc ne lui ont pas laissé un bon souvenir. Chez Leclerc, ça se passait dans un climat qui était moins humain, plus déshumanisé que chez les autres distributeurs. C'est-à-dire que c'était plus hard. C'était l'application de méthodes pour quelquefois humilier. C'était faire attendre les gens pendant des heures avant de les recevoir. C'était avant qu'ils ne prononcent un mot, leur faire comprendre qu'ils étaient mauvais, que leurs produits étaient pourris et que certainement qu'il n'y aurait pas de contrat l'année suivante. C'était une préparation qui est destinée à attendrir le fournisseur et à muscler l'acheteur. Écraser les fournisseurs pour écraser les prix. Ce système dont Leclerc est l'incarnation est aujourd'hui contesté. Le sacro-saint combat pour le pouvoir d'achat ne serait-il pas tout compte fait très coûteux pour la société? En Charente, l'ancien ministre UMP Renaud Dutreil a entamé une nouvelle vie. Il a quitté la politique pour acheter une petite PME qui produit de l'eau de source. Elle est prête à démarrer là. L'homme politique devenu entrepreneur s'inquiète aujourd'hui des effets pervers de la course au prix bas. Dans les 12 derniers mois, la guerre des prix a rendu aux Français à peu près 1 milliard d'euros. Bon. Mais au prix de quoi? Au prix d'une casse en termes d'emploi industriel qui coûte beaucoup plus cher aux Français qu'1 milliard d'euros.
Parce que peut-être qu'ils ont gagné 1 milliard d'euros dans leur caddie, mais ils l'ont perdu énormément en devant maintenant payer des gens qui n'ont plus d'emploi. Donc ce système que Michel-Édouard Leclerc a incarné, de son point de vue, je comprends tout à fait qu'il ait été porté et soutenu. Mais il a des limites. On a l'impression que vous avez choisi votre camp, c'est-à-dire le camp du prix bas et de la défense du consommateur, quitte à sacrifier les producteurs, les PME, les fournisseurs, et certains disent donc l'emploi de ces gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Pourquoi ne pas reconnaître tout simplement que la fidélité des consommateurs, que notre efficacité auprès des consommateurs vient que de ce que notre système est performant et plébiscité comme tel. J'ai pas besoin de tuer mon fournisseur pour vendre moins cher. J'ai besoin d'avoir de la marchandise dans un magasin pour le vendre moins cher. Voilà pour la réponse officielle, quand les caméras tournent. Et puis il y a l'autre, quand il oublie l'une d'entre elles. Ce faisant, je reconnais qu'à cette dernière question, et je le redécouvre, je n'ai pas répondu à ta question. Vous avez choisi votre camp. Oui. Eh ben oui. Eh ben, je veux dire, c'est ça un bon homme politique. Hein, j'ai appris aussi. La bonhomie et les pirouettes ne masquent-elles pas un certain cynisme? Les méthodes parfois très musclées de Leclerc lui ont valu à plusieurs reprises des ennuis avec la justice. Franck Berthaud est avocat au barreau de Paris. Il défend notamment des fournisseurs de la grande distribution. L'un de ses clients a subi, avec d'autres, les foudres de Leclerc. Ils avaient vendu leurs produits moins chers à une chaîne d'hypermarchés concurrente. La réaction ne s'est pas fait attendre. Leclerc donc est informé de ce que Carrefour aurait obtenu de meilleures conditions tarifaires donc de certains de fournisseurs, de ce qu'on appelle les fournisseurs de produits frais, et va donc essayer de récupérer la différence. Leclerc avait tout simplement moins bien négocié que Carrefour. Mais il demande ensuite aux fournisseurs de lui rendre la différence. Il va ainsi récupérer 23 millions d'euros auprès d'une vingtaine d'entre eux. Au départ, le fait même que Leclerc réussisse à obtenir cela de ses fournisseurs, à savoir le paiement de la différence et le paiement de ces sommes, ne reposait sur... Il n'y avait pas de légitimité en droit. Donc c'est tout simplement parce que le fournisseur était contraint d'accepter. Mais le ministère de l'économie a vent de l'affaire et lance une procédure contre Leclerc. L'État exige que l'enseigne rende l'argent aux fournisseurs. Alors Leclerc va leur tordre le bras. Il demande aux fournisseurs de signer une lettre dans laquelle ils renoncent à leur argent. La lettre était écrite par Leclerc. Il n'y avait plus qu'à signer. Je vous confirme que notre société ne demande ni remboursement, ni restitution. L'enseigne a finalement été condamnée à rembourser les 23 millions d'euros aux fournisseurs, ainsi qu'à une amende de 2 millions d'euros. Vous, Michel-Édouard Leclerc, qui veut faire le bonheur des autres, qui dit qu'il a une utilité sociale, vous faites des lettres types que vous envoyez à vos fournisseurs pour leur dire « Bon, on a été condamné à vous rendre l'argent, mais vous êtes gentil de signer une lettre pour dire que vous ne voulez pas de l'argent. » Venant de vous, c'est choquant. Ce dont vous parlez et de la manière dont vous parlez, c'est choquant. Mais en fait, c'est une présentation. C'est la justice qui a condamné les... Quelquefois, il y a des contentieux, quelquefois on en perd, mais c'est une goutte d'eau dans l'ensemble des contrats aujourd'hui que nous sommes amenés à signer. Peut-être parce que les fournisseurs qui osent attaquer le géant Leclerc sont rarissimes. Il y en a un qui l'a fait. C'est l'ancien patron de Brossard, Guy Schumacher. Un matin de janvier 2008, il a bien cru qu'il allait devoir fermer une usine en découvrant une publicité où Leclerc accusait certaines grandes marques de gonfler leurs prix. Nous sommes dans l'un des magasins Leclerc de la région parisienne. Plus 20% pour la Vache qui rit, plus 19% pour le Pulco ou l'Ajax. Dans cette publicité, Leclerc annonce qu'il va retirer de la vente ses produits de grande consommation qui ont fortement augmenté. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. On est d'accord. Pour ce brownie géant, Brossard voudrait imposer une hausse de 18%. Quelques semaines plus tard, Leclerc met sa menace à exécution. Ils avaient supprimé de tous les rayons de tous les Leclerc de France tous les produits Brossard, tous les produits à la marque Brossard.
Sans compter la publicité désastreuse que cette campagne fait à sa marque. Ironie de l'histoire. Selon lui, le fameux brownie géant avait été supprimé de la gamme quelques mois plus tôt. Prétendre sur une affiche que ce produit est retiré de la vente parce qu'on le reproposait pour l'année suivante avec une hausse de 18,29%, c'était parfaitement faux. Le produit n'existait plus. Voilà, le produit n'existait plus. Il estime que Leclerc soigne son image auprès des Français à son détriment. Il lui intente un procès. Il était tout à fait légitime qu'on aille se défendre, qu'on aille aussi s'expliquer vis-à-vis des consommateurs qui, par millions, avaient vu que nous étions trop chers et qu'on montait les prix. Il fallait que, quand même, on explique que tout ça, c'était pas vrai. En 2010, Leclerc a été condamné par la justice pour atteinte à l'image de la marque Brossard. L'enseigne a dû payer plus de 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Depuis, Guy Schumacher a revendu l'entreprise et les produits Brossard ont fait leur retour dans les rayons de Leclerc. Ce monsieur-là, Brossard géant, oui. Alors lui aussi, il vous a fait un procès, il a gagné et il vous a fait condamner à plus de 3 millions d'euros d'amende. Ah, c'est possible. C'est sûr. Oui. Là, on a l'impression que vous faites de la pub sur le dos d'un fournisseur. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et il y a des cas où on s'est trompé, où on n'a pas assez été précis. C'est rare. Mais je reconnais, on peut faire des erreurs. La défense de Michel-Édouard Leclerc est souvent la même. Le droit à l'erreur. L'ancien élève du petit séminaire se dit peut-être qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Typiquement, je pense que M. Leclerc déborde les règles. Et il vous casse la cheville avec un tacle par derrière. Et à la sortie, il vient vous serrer la main, il vous dit sans rancune. Ah. Quand même, celui qui a la cheville cassée, lui s'en souvient pendant plus longtemps que celui qui l'a cassée. Rarement une entreprise aura été autant incarnée par un seul homme. Aujourd'hui, c'est une force pour l'enseigne. Mais qu'en sera-t-il demain? À 63 ans, Michel-Édouard Leclerc n'a pas prévu de passer la main. À ce jour, aucun de ses 4 enfants n'a rejoint le groupement. Après Édouard, après Michel-Édouard, Leclerc peut-il exister sans Leclerc? Bien sûr que Leclerc peut vivre sans un Leclerc à sa tête. Bon, comme je le fais pas trop mal, c'est un plus que je sois à leur tête et que je le fasse. Mais si je le fais pas bien un jour, vaut mieux que je dégage et qu'un autre le fasse. Si celui qui le remplace s'appelle Jean-Paul Durand ou Michel Martin, ben ça fait pas pareil sur les plateaux télé. Ça fait pas pareil dans l'imaginaire des consommateurs. Et ça, s'il y avait une faiblesse aujourd'hui de Leclerc pour demain, elle tourne autour de ça, évidemment. Si la succession de Michel-Édouard Leclerc est incertaine, la postérité de son nom est assurée. Et pas seulement au fronton des magasins. Aujourd'hui, sa fortune est faite. La famille Leclerc est millionnaire. Un peu à l'étroit dans le costume d'épicier, le plus médiatique des patrons tient à faire partager son goût pour la culture. En 2012, dans un ancien supermarché de son père, il a inauguré cette fondation culturelle à Landerneau. Au printemps dernier, l'invité était le peintre Jacques Monory. Le temps d'une visite, Michel-Édouard Leclerc se fait commissaire d'exposition. Ça, c'est un bonze vietnamien donc de la fin de la guerre du Vietnam. Vous pouvez y voir un esthétisme baroque, flamboyant, magnifique. Et puis derrière le jeu de fleurs ou de feu, il y a ce personnage serein, mais qui va mourir pour la cause. Amateur d'art, philanthrope et épicier. Quand on vous disait qu'avec Michel-Édouard Leclerc, il ne faut pas se fier aux apparences. Je crois que je suis resté une sorte d'adolescent pas fini. J'ai l'impression que c'est dans cette période d'adolescente qu'on a toute la créativité en gestation et qu'on peut apporter à la société encore cette créativité, cette liberté. Je pense que la société en crise aujourd'hui, elle a besoin de ses adolescents plus que de ses pré-retraités, quoi. Pas de retraite en vue pour celui qui, depuis 35 ans, joue les équilibristes, entre promesses d'utilité sociale et exigences de rentabilité.
il envisage de se lancer dans l'édition comme un retour à ses passions de jeunesse. Et voilà pour ce portrait signé Sylvain Pack et Pierre Tellier. Michel-Édouard Leclerc, on se retrouve avec vous. Vous comprenez mieux peut-être maintenant pourquoi on vous a appelé l'insaisissable Monsieur Leclerc. On se pose la question en regardant ce document, est-ce que vous êtes un ange ou un démon? Probablement quelque part des deux. Hein. L'homme est un démon qui se purifie, qui se rachète. Enfin, en tout cas, dans mon éducation chrétienne, c'est ce qu'on m'a dit. Mais justement, on vous entend dire « je suis un chrétien de gauche coupable », on vous entend dire « je suis un adolescent pas fini ». On se dit un peu « mon œil ». Mon œil, on ne peut pas diriger un groupe de 120 000 personnes, 45 milliards de chiffre d'affaires sans être un requin, non? Je pense que, vu de l'extérieur, et si on n'a pas la même éducation que moi, c'est compliqué. Non, moi je suis un type assez, je pense, sincère, pas cynique du tout, engagé. Après, j'ai appris les codes de la société. J'ai appris la société du spectacle avec les situationnistes, avec l'après-mai 68. Donc on ne me la fait pas. Donc dans votre métier, pour passer dans les émissions de télévision, je sais comment vous fonctionnez, donc je m'adapte. Après, est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que je me vends pour ça? Non, je crois pas. Vous voulez nous dire que quand vous êtes ici, à la tête du groupe, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de communication, il n'y a plus le côté « je suis un adolescent mal fini, on rigole, on est tous cool ». Vous êtes un vrai patron? Non, oui, je crois que je suis un vrai chef d'entreprise, mais j'ai ma manière à moi de manager qui est différente. Le sourire, c'est aussi une protection. Je me rends compte dans l'émission, on me voit tout le temps sourire. Hein. Moi, je peux vous dire, c'est une protection, mais là, c'est de l'ordre du psy, en tout cas de la psychologie. Je pense que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si j'avais été trop transparent. J'ai trop d'adversaires, j'ai trop de gens qui cherchent le rapport de force. Donc le sourire, c'est une mise à distance aussi. Hein. Moi, j'aime les gens, j'aime sincèrement les gens, mais en même temps, je me réserve un espace. Et cet espace ne se résume pas à la communication. Voilà, ce documentaire, ce film, je trouvais très bien fait parce qu'il décrit le contexte dans lequel je suis dans mon métier et aussi dans ma capacité à passer dans les médias et dans la relation avec le consommateur. Par contre, c'est un parti pris. Je ne me reconnais pas entièrement dans ce rôle de communicant. À un moment donné, vous dites je suis un super directeur de la com, dont acte, je crois que c'est vrai, mais ça n'explique pas alors je suis insaisissable pour expliquer comment on a créé un groupe avec 120 000 salariés, une coopérative avec 600 magasins. Vous voyez, donc ça sera l'occasion d'un autre portrait. Ah, mais on comprend aussi, on comprend le système Leclerc, on comprend que vos 600 patrons de centre sont en fait les vrais patrons et que vous n'êtes qu'une coopérative au-dessus. Vous dirigez vous êtes un roi sans royaume, on dit, je crois, dans le documentaire. Je suis un roi sans royaume et ça me va superbement. C'est une phrase d'un des personnages de Malraux dans Les Conquérants. Ça me va bien parce que les aspects matérialistes, l'addiction au capital, c'est pas mon truc. Je suis vraiment un enfant de 68 ou de l'après 68. Par contre, on en parle juste. Par contre, il est vous qui nous amenez là-dessus, l'addiction au capital. Il est d'autres royaumes que les royaumes capitalistiques. Pour moi, construire un mouvement, le fédérer, faire en sorte qu'il a une utilité sociale, faire en sorte que des gens s'y reconnaissent, c'est aussi un royaume. Alors, vous nous amenez vers votre non-addiction au capital, ça veut dire quoi concrètement? Parce que vous êtes président d'une association officiellement, mais on imagine bien pas président bénévole quand même. Je suis président d'une association et qui anime des chefs d'entreprise. Mais ces chefs d'entreprise ont des sociétés et à côté de ça, il y a des coopératives, des sociétés de moyens dont j'ai été pendant 30 ans, les salariés, voire les dirigeants. Non mais ma question n'était peut-être pas assez claire. Ma question c'est combien vous gagnez? Est-ce que vous avez construit une énorme fortune depuis toutes ces années? Dans l'ensemble du groupe, effectivement, il y a énormément de patrimoine parce qu'il y a 600 entreprises là-dedans qui, quelquefois, sont au bout de la 2e génération. Et donc, oui, des gens qui venaient de province, qui n'avaient pas de moyens, des gens qui étaient forts des Halles, fils de boucher, ont acquis plusieurs millions de fortune, de biens. Ce qui d'ailleurs est la démonstration qu'on peut vendre moins cher et gagner de l'argent. Parce que
au lieu de rendre jaloux certains, notre modèle aurait dû être exemplaire. Et si le politique l'avait compris, on aurait pu le démultiplier. Donc vous avez des directeurs d'hypermarchés qui sont partis tout en bas de l'échelle et qui ont fini par se construire une belle fortune. Mais oui, vous-même, moi, je pense que... et vous-même? Moi, je suis pas, je suis quelqu'un qui est riche, qui est bien portant, qui est comme un grand propriétaire de médias, une grosse PME. Mais moi, Non, une grosse PME, un peu plus qu'une grosse PME quand même. Je vis très bien. Il y a 1000 centres Leclerc qui font mes revenus et mon salaire. Et je pense qu'il n'y a pas une caissière dans un centre Leclerc qui ne doute que je vive bien. Maintenant, mais je vous suis pas préférez pas donner de chiffres? Je ne suis pas d'une famille qui étale son argent, ni dans sa vie privée, ni dans ses signes extérieurs. En plus, je déteste les gens qui la ramènent, quoi. Donc je vous confirme que je vais bien. C'est pour ne pas la ramener que vous ne nous donnez pas ni votre salaire ni votre fortune. Alors on l'a dit, vous souriez beaucoup. Mais vous n'en doutez pas, n'est-ce pas? Non, je doute que ça doit aller, ouais. On a dit vous souriez beaucoup, mais là dans le document on a vu des gens que vous ne faites pas sourire du tout, hein. Notamment, j'aime bien moi ce fournisseur qui explique quand on arrive chez Leclerc, il commence par nous faire attendre, pour nous attendrir. Et ça peut être dur, quoi. Une négociation entre un fournisseur et un hypermarché, une centrale d'achat, c'est dur, c'est un bras de fer, c'est violent. Les gens qui sont en face de moi sont dans leur rôle, hein. En fait, il faut se rappeler ce qu'ils veulent. Ils veulent me faire remonter les prix. Donc ils mettent en avant les petits, ils mettent en avant leurs difficultés, mais eux, comme Brossard, comme le président du réseau de pharmaciens, ce sont des gros. Ce sont des gens qui veulent me faire craquer et ils sont bons en communication. Ils attaquent Leclerc par le point faible, c'est-à-dire par l'émotion, par la sensibilité. Et je ne vais pas leur reprocher ce rôle-là. Brossard, il dit quasiment que vous l'avez coulé, hein. Ouais, il y a eu une publicité mensongère au départ, ensuite vous retirez tous ces produits de tous vos hypermarchés parce qu'il vous poursuit. Et à l'arrivée, il dit que ça l'a quasiment coulé. Ouais. Enfin, il ne vous aura pas échappé, pour être à la tête d'un service éco, que tous ces gens font partie de fédérations qui viennent d'être condamnées par 4 fois par l'autorité de la concurrence pour avoir bâti des ententes sur le yaourt, sur le biscuit, sur la viande. Donc mon monde, le monde dans lequel j'essaye de faire baisser les prix n'est pas un monde de bisounours. Donc là, dans le film, je trouve d'ailleurs que c'est surdimensionné. Monsieur Brossard, c'est une grande gueule. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un bon capitaine d'industrie. Mais il a fait toute sa vie, sa communication contre Leclerc et contre mon père et contre moi. Le pharmacien que vous voyez, il vit dans la galerie du centre Leclerc. Il vit des clients du centre Leclerc. Mais il a trouvé génial d'encadrer les procès qu'il a gagnés, pas les procès qu'il a perdus, pour nous empêcher de vendre du médicament. Donc vous voyez, ce film montre des ressorts de la communication. Ça vous montre d'ailleurs que même si je suis mais là, bon, on n'est pas dans la com. Là, on n'est pas dans la com. On est dans le bras de fer avec vos fournisseurs. Et les fournisseurs qui avaient vendu moins cher à Carrefour, vous leur dites, mais puisque vous avez vendu moins cher à Carrefour depuis plusieurs années, il faut rétroactivement baisser nos prix aussi. Vous nous devez plein d'argent, vous êtes condamnés. Ouais. Vous obtenez de ne pas payer ce que la justice vous a demandé de leur payer. Là, c'est terrible, non? Si vraiment l'histoire c'est celle-là, vous devriez, vous, en tant que journaliste, dire, tiens donc, c'est Carrefour qui avait acheté moins cher. Et dans votre propre logique, vous devriez dire... Non, parce qu'ils avaient mieux négocié. C'est donc Carrefour qui avait écrasé le fournisseur et pas Leclerc. Ouais. Ça, vous le dites pas? Non, mais parce qu'ils avaient mieux négocié et vous passez un peu pour le mauvais perdant, quoi. Vous dites, Carrefour a eu moins cher, je veux le même prix, quoi. Mais mon boulot, c'est d'acheter le moins cher possible, hein. Vous, c'est pareil. Vos intendants dans vos boîtes de médias, s'ils achètent trop cher et qu'ils vous donnent moins de salaire, vous criez. Moi, mon job, c'est d'acheter le moins cher pour revendre le moins cher possible. Alors après, si je passe la ligne jaune, c'est à l'État de me dire que c'est pas bien. Et là, ok, je retire mes mains, je retire mes pieds, pas de croix, pas de chocolat, hein, ok, je rentre à la maison. Ça, je ne conteste pas, je ne suis pas un ultralibéral, je ne conteste pas à l'État le droit de dire qu'il y a une ligne jaune à ne pas dépasser. Mais quand je ne l'ai pas dépassée, moi, je vais chercher les meilleures conditions d'achat. Et vous voyez, mon boulot, derrière la com, c'est d'animer une équipe de centaines, de milliers de salariés qui vont chercher le meilleur, pas le prix le plus bas, le meilleur dans chacune des catégories, et d'essayer d'acheter moins cher que Carrefour, moins cher qu'Auchan, moins cher que Système U, moins cher que Walmart, et de les vendre moins cher en France. Moi, je n'ai pas vraiment de sentiment de me tromper de combat. Je pense qu'en vendant moins cher, en vendant le juste prix, dans une période de crise de pouvoir d'achat, je tire la croissance, je fais la croissance, et ce n'est pas en vendant plus cher que nos entreprises s'en tireraient mieux. Donc tous nos adversaires disent, les pharmaciens disent, touchez pas à ma rente. L'agriculteur dit, il faut que je vende plus cher. Il ne se préoccupe pas que l'Allemand, son vrai concurrent, vend moins cher. Ouais, mais en attendant, les producteurs de porc, ils sont 44% des producteurs de porc sont au bord de la faillite. Et pourtant, les producteurs de porc sont dans la faillite. Et pourtant, Leclerc, Intermarché sont ceux qui achètent les plus chers en Europe. Cherchez l'erreur. Merci Michel Edouard. C'est quoi votre vrai prénom d'ailleurs? Je m'appelle
Je m'appelle Michel-Marie Leclerc, en Bretagne. On avait le nom de la grand-mère souvent, Anne, Marie. Et moi vous avez rajouté Michel-Marie Leclerc. Donc votre vrai prénom c'est Michel-Marie et Ouais. vous avez rajouté Édouard? J'ai rajouté Édouard parce que justement des pétroliers, des hommes politiques très célèbres du temps de Giscard, puis de Mitterrand ont essayé de mettre un coin entre mon père et moi. Et c'était évidemment dur pour moi d'être le fils du père, mais c'était dur pour mon père dur d'être fils le d'eux, père non? du fils. Ouais, les Fils deux. d'eux, c'est toujours dur. Fils d'eux, c'est forcément dur. Vous imaginez, mes enfants, vous les rencontrez dans la rue, tout de suite, vous lui dites, vous êtes le fils de Michel-Édouard, le petit-fils d'Édouard. Bon, déjà, ils ont envie de se barrer pour dire, non, je suis moi, quoi, hein, c'est normal. Moi, je ne suis pas un usurpateur, c'est mon père qui est le fondateur. Mais j'étais fier d'être le développeur, j'admire mon père. Et donc, avec ma manière à moi, je développe. Et je développe quoi? Essentiellement son message social. Je me sens missionné par sa vision sociale et je l'actualise et je la porte. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc donc, pour ce hors-série consacré à votre aventure donc, dans la très grande distribution. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. François Ducroux, Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. C'était notre dernier hors-série de l'été. À jeudi prochain pour une nouvelle saison de Complément d'enquête.